Dans l'actualité de ce mardi 7 mai 2019, la crise du foncier urbain et cette sortie réplique du ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, le gouvernement ne spolie aucune population au profit des promoteurs immobiliers, a-t-il déclaré ce matin en conférence de presse. Autre autorité sur le banc des accusés, le maire de la ville de Ouagadougou, Arma Bewende. L'opposition politique l'accuse de laxisme dans l'application de la loi en matière de circulation des véhicules poids lourds. Edi Komboigo va aux nouvelles. Le président du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP veut voir clair dans l'effectivité du budget alloué à la défense. Une délégation du CDP était ce mardi à l'état-major général des armées. Voici pour le sommet de ce 9h30. Bonsoir et bienvenue à tous. Il fait l'objet de vives critiques depuis quelque temps. Accusé de toutes parts de laxisme dans la gestion du dossier du foncier urbain, le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat a décidé de réagir. Lotissement, apurement du passif foncier, promotion immobilière, zone non lotie, programme national de construction de logements. Le ministre Bonané s'est voulu direct et formel. Il ne veut pas entendre parler de spoliation des populations au profit des sociétés immobilières. Sur les zones non loties, il parle toujours de restructuration et de trame d'accueil. Plus d'explications avec Luc Pabelgem. Il y a de quoi couler des sueurs quand on doit se prononcer sur des sujets aussi attendus et délicats comme ceux de l'habitat et de l'urbanisme. Dieudonné Maurice Bonané a néanmoins pris son courage à deux mains et s'est lancé dans une explication détaillée sur 6 points à la presse. Sur l'appurement du passif foncier, les membres de la commission ad hoc qui ont prêté serment en début d'année se déploieront sur le terrain ce 9 mai à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso dans les prochains jours. Les lotissements, eux, sont en cours et sur les 86 localités qui n'avaient jamais connu de lotissement, 64 sont engagés, dont une quarantaine réalisée et le reste pour 2019. Les zones non loties qui troublent le sommeil de tout le monde devront connaître quant à elles une restructuration. Au Burkina, nous avons près de 21 900 hectares concernés par l'ensemble des 14 localités. Quand je dis 14 localités, c'est les 13 chefs-lieux de région et puis Tengar. Rien que Ouagadougou, nous sommes à près de 13 000 hectares. Donc, on estime à peu près au quart de la surface de Ouagadougou en zone non lotie. Alors, donc, nous avons prévu la résorption de ces zones-là dans le cadre du programme présidentiel. Les commissions seront mises en place dans les différents arrondissements, dans les différentes communes, de manière à ce que, de manière transparente, avec équité, les attributions puissent se dérouler. Quand vous faites un tour aujourd'hui en zone non lotie, au regard de la densité de l'occupation de ces zones, c'est sûr que les parcelles qui seront dégagées ne suffiront pas à résoudre les problèmes. Donc, il faudra envisager des trames d'accueil, comme on le dit souvent, pour résoudre l'ensemble de ces questions. Le programme national de construction de logements, la promotion immobilière ont aussi été abordés et le ministre jure la main sur le cœur qu'aucune société de promotion immobilière n'a reçu une autorisation de lotissement. Il reconnaît à ce propos une désinformation et une manipulation des populations avec certaines organisations de la société civile qui ignorent tout de leur rôle. On lotit pour les riches. On nous exhibe même des numéros du journal officiel où on aurait autorisé des lotissements pour des promoteurs privés. Les voilà. Voilà les numéros cités. Vous pourrez les consulter. Je dis ça, par exemple, ce n'est pas honnête. Voilà, ce n'est pas honnête avec les populations. De vouloir mentir pour soulever les populations, ce n'est pas honnête. Si c'est des informations justes, nous sommes prêts à en discuter. Voilà. C'est ça aussi le renforcement de l'état de droit. Donc je dis, les membres de la coalition, la porte du ministère est ouverte. Tout ce qu'ils posent comme problème, nous en avons discuté. Si c'est la question du logement aussi, des efforts sont faits. Il y a des problèmes que nous reconnaissons. Il y a des efforts qui sont en train d'être déployés. Aidez-nous à aller dans le sens de la résolution de ces problèmes-là, au lieu de tirer sur l'ambulance.
Qu'est-ce que nous y gagnons? Le bail d'habitation privée a été le dernier point abordé par le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat qui dit avoir échangé avec les acteurs sur différents points comme l'emplacement des maisons louées et les commodités offertes. Sans se faire des illusions, le ministère est convaincu que sans une vraie offre en matière de logement, il sera difficile de faire respecter les textes qu'ils auront à prendre pour plafonner les loyers au Burkina Faso. Indignation, consternation au sein de la population à propos de ce qu'il est convenu d'appeler l'incivisme des gros porteurs. 2 élèves ont été tués par ces véhicules poids lourds, d'abord le 23 avril et ensuite le 3 mai. Trop c'est trop dénonce l'opposition politique qui parle de laxisme de l'autorité communale dans l'application des textes. Du côté de la police municipale, il y a d'autres explications. Roméo Kouita. Tristesse, consternation, colère, des sentiments partagés par des Burkinabés dans ce qu'il convient d'appeler l'incivisme des chauffeurs routiers et des gros porteurs, en l'occurrence. 2 élèves de Ouagadougou ont été victimes d'accidents mortels, respectivement, les 23 avril et 3 mai derniers. Dans son point de presse hebdomadaire, l'opposition politique a dénoncé un laxisme des autorités communales dans l'application de la législation sur la circulation des véhicules poids lourds. Il y a quand même un laxisme. S'il y a des lois et des règlements qui existent et que ce n'est pas appliqué, ce n'est rien moins d'autre que du laxisme. Voilà, donc nous pouvons comprendre que c'est vrai que nous faisons face à beaucoup de fléaux en même temps, mais nous ne devons pas mettre en péril la vie de nos concitoyens. Ces gros porteurs, selon la législation, ne devraient pas circuler dans la ville entre 5h du matin et 20h. Mais il y a des exceptions, nous dit la police municipale, l'entité chargée de l'application des tests. Le rabot 77 a prévu une dérogation majeure pour un certain nombre de voies dans la ville de Ouagadougou, qui est, par exemple, si vous prenez toutes les routes nationales qui rentrent dans la ville de Ouagadougou jusqu'à croiser la circulaire, ça veut dire tout simplement que toutes les routes nationales qui rentrent dans Ouagadougou, ça veut dire que la nationale 1, 2, 3, 4, 5, et 6, et puis 21, qui est la route de Kongoussi, jusqu'à ce que ces nationales-là croisent la circulaire. Et la circulaire, c'est actuellement ce que nous appelons communément l'avenue des Tansoba. Ces véhicules-là, ces voies-là, sont ouvertes à la circulation des poids lourds à toute heure, de même que sur la circulaire. Mais les tests qui régissent la circulation de ces poids lourds dans la capitale sont caducs. Ils datent de 1989 et à l'époque, l'itinéraire qui leur était destiné était hors de la ville. Mais aujourd'hui, avec l'urbanisation et l'extension de la ville de Ouagadougou, ces voies se sont retrouvées en pleine agglomération. Moi, en tant que praticien, bien sûr, c'est de revoir, relire même le texte qui est le rabot en 677. Parce que depuis 1989, ça fait maintenant 30 ans, ça ne répond plus à nos exigences. Donc il faut forcément dépoussiérer ce rabot-là. Ce rabot a été abrogé par un nouveau décret adopté en Conseil des ministres le 22 novembre 2018. Pour donc parer au vide juridique et faire face à l'urgence, le maire de la capitale a annoncé des mesures palliatives en attendant l'arrêté d'application du nouveau décret en cours de validation. Il s'agit entre autres de la mise en œuvre de l'interdiction de la circulation et du stationnement des véhicules poids lourds dans la commune de Ouagadougou et la construction d'aires de stationnement aux entrées de la capitale. Mais en attendant, ce sont des citoyens qui s'organisent. Ils annoncent un sit-in de protestation le samedi 11 mai prochain contre ces gros porteurs qui circulent aux heures interdites. 5 mois après l'adoption de la loi de finances 2019 où la sécurité et la défense ont vu le budget augmenter, le CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès, va au constat à l'état-major général des armées ce matin. Le président Edi Komboyego et ses camarades ont voulu savoir si l'armée bénéficie du nécessaire pour accomplir sa mission de défense. Sandrine Zougouri.
L'adoption de la loi de finances 2019 en décembre 2018 a vu une hausse des budgets accordés à la sécurité et à la défense. Si le budget de la sécurité est passé de 71 milliards à 99 milliards, celui de la défense est passé à 169 milliards à 209 milliards de francs CFA. C'est pour constater l'effectivité de cette hausse auprès des premiers acteurs qu'un parti de l'opposition, le CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès, s'est rendu ce jour à l'état-major général des armées. Nous sommes venus nous rassurer auprès de l'état-major que le budget voté a été exécuté et qu'ils ont les équipements nécessaires pour faire face à ces attaques terroristes. Nous avons été donc rassurés de ce côté. Nous avons également évoqué d'autres questions que nous préférons taire ici en tant qu'hommes politiques. Nous souhaitons que l'armée puisse mener sa mission dans l'intérêt général du Burkina Faso et que le pays puisse retrouver la paix. Eddy Kombiogo a préféré garder le silence sur certains points évoqués avec le chef d'état-major général des armées, qu'il estime sensible. Il est par contre éloquent sur l'accusation faite à son parti d'être mêlé aux attaques terroristes. Nous avons profité pour lui rapporter l'information que le CDP n'est mêlé ni de près ni de loin à ces attaques barbares et qu'aucun membre du CDP et personne ne pourrait cautionner ce qui se passe là. Nous lui avons rassuré de notre soutien, notre compassion à l'ensemble des forces de défense et de sécurité qui ont donné leur vie pour que notre pays retrouve la paix. La hiérarchie militaire salue cette démarche du CDP. Pour elle, c'est la première fois qu'un parti politique se rend à l'état-major général des armées pour un sujet aussi important. Une conférence de presse de vérité pour donner des informations précises sur la crise qui secoue la garde de sécurité pénitentiaire GSP. C'est par ces mots que le Sénat GSP plante le décor de sa rencontre hier avec la presse. Le syndicat national de la garde de sécurité pénitentiaire dénonce un mépris du gouvernement face à des revendications légales et légitimes. Il réclame principalement la reprise du reversement du personnel de la garde de sécurité pénitentiaire et la prise en compte des conclusions des travaux du comité tripartite qui prennent en compte les anciennetés et les échelons du personnel. Arsène Koditamde. Statu quo dans la situation de la garde de sécurité pénitentiaire. 7 mois de traversée du désert pour réclamer un reversement plus équitable et toujours rien. Les agents de la GSP disent avoir été brimés par la loi numéro 016-2014 du 15 mai de la même année portant statut du personnel de la garde de sécurité pénitentiaire. Cette loi aurait engendré de nombreuses injustices liées à la carrière du personnel. Le syndicat explique que les anciennetés de certains agents n'ont pas suffisamment été prises en compte au cours de ce reversement. Conséquence, les agents les plus anciens se retrouvent au même niveau d'échelonnement que les nouveaux. Il se trouve que dans notre reversement, les gens ont été brimés dans leur avancement. Ceux qui devraient aller à 5 échelons, on les a ramenés à 3. Ceux qui étaient à 3, on les a ramenés à 1. Et c'est dans toutes les entités. Ça veut dire qu'au niveau des inspecteurs, il y en a, au niveau des contrôleurs, il y en a, au niveau des assistants aussi, il y en a. Et c'est pour ça que nous sommes partis en moment d'humeur pour exiger du gouvernement qu'on puisse régulariser cette situation. La question des avancements préoccupe également au sein de la garde de sécurité pénitentiaire. Selon les explications du secrétaire général de la SINA-GSP, aucun agent n'aurait bénéficié d'un avancement depuis fin 2015. En procédant aussi par comparaison avec les autres corps paramilitaires, les GSP disent avoir le pire traitement salarial. Ils réclament donc l'application des conclusions du comité tripartite. La commission était composée des gens du ministère de la Justice, des gens du ministère de la Fonction publique et des gens du ministère de l'Économie et des Finances. Et ils ont fait un travail par rapport à la situation de reversement. Ils ont fait un travail où ils ont transmis pour signature. Mais à notre grande surprise, après leurs travaux, le ministre de la Justice nous revient pour dire que non, celui de l'économie et des finances a fait des amendements et qu'il a rejeté le travail que cette commission tripartite-là a fait. Concernant la situation des 10 agents révoqués pour faute d'extrême gravité, ils disent vivre grâce à la générosité de leurs camarades. Ils attendent que le ministre en charge de la Justice mette en application l'ordonnance du Conseil d'État avant de reprendre le service.
Nous n'avons pas le choix. L'inquiétude des télévisions privées burkinabè dans le cadre de la TNT, la télévision numérique terrestre. Elles devront payer des redevances pour rester dans le multiplex. Le problème, c'est bien le coût de ces redevances, même si elles ne sont pas encore fixées. On parle de plusieurs dizaines de millions par an. L'Union burkinabè des éditeurs des services de télévision crée une mort programmée des médias audiovisuels. Abdelaziz Saré, Didier Daourou, Arsène Konitambe. Trouver un juste milieu afin de permettre aux éditeurs de services de télévision privés de payer la redevance. Tel était l'objet de la rencontre des membres de l'association UBS-TV, l'Union burkinabè des éditeurs privés de services de télévision. Il s'agit de discuter des conditions tarifaires de l'intégration des différentes chaînes de télévision privées dans le multiplex de la SBT, la Société burkinabè de télédiffusion. L'association fera ensuite des propositions au gouvernement sur le montant que les chaînes privées seraient capables de payer. Nous avons échangé pour essayer d'arrêter un montant raisonnable qui nous permette justement d'apporter notre contribution, du moins de nous acquitter des droits en ce qui concerne le transport de notre signal par la SBT, mais aussi qui nous permettent aussi d'être viables, parce qu'on sait un peu l'environnement dans lequel les différentes chaînes de télévision évoluent. Donc c'était de trouver le juste milieu pour que l'État puisse avoir de quoi justement traiter ce qui concerne les services de la SBT, mais que nous aussi, on puisse effectivement payer un montant qui ne nous étrangle pas. Confrontés à une faiblesse des ressources budgétaires et à toutes les charges qui pèsent sur leurs épaules, les médias privés burkinabè doivent impérativement trouver les moyens pour subsister afin de continuer à assurer leur mission de service public. Quand vous regardez le marché publicitaire, il est très étriqué. Il n'est pas très accessible aujourd'hui, il est très limité. Il y a des contraintes majeures au plan de la loi qui empêchent donc d'avoir accès à un certain nombre de choses. Voilà. Deuxième chose, il y a que vous ne pouvez pas faire un média correct avec un minimum de personnel. Voilà, donc sans les compétences aussi. Donc ce qui veut dire qu'il y a des charges qui sont là, qui sont incompréhensibles, qui font que ce travail-là demande qu'on puisse trouver, en tout cas, si on ne peut pas être accompagné, qu'on puisse trouver des pistes pour pouvoir les exécuter. Tenu le 8 avril dernier à Ouagadougou, la rencontre du comité de pilotage de la transition de la radiodiffusion analogique à la radiodiffusion numérique a annoncé l'extinction totale du signal analogique le 1er novembre prochain. Le CAMES, le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, accompagne les institutions d'enseignement supérieur dans la recherche de la qualité des services. Il a réuni à Ouagadougou une centaine d'acteurs pour un renforcement des capacités. Alexis Belemnaba, Kwame Vedapa. La pertinence, l'excellence, l'innovation, la recherche, la qualité et l'éthique, les principales aptitudes recherchées par le CAMES, le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Cet atelier s'inscrit dans une dynamique d'initiation des responsables des institutions d'enseignement supérieur et de la recherche des pays membres aux outils et référentiels en assurance qualité développés par le CAMES. Le CAMES, après avoir adopté son plan stratégique de développement de l'espace, CAMES a intégré dans ce plan l'axe 4. Cet axe 4 renvoie à la démarche qualité. L'objectif, c'est développer la démarche qualité au niveau des institutions des pays membres et au niveau CAMES même. Pour asseoir cette culture de la qualité, il faut donner des outils pour que les gens puissent les appliquer. Et le CAMES a développé plus d'une dizaine d'outils. Ces outils, voyez-vous, sont faits pour servir. Si on les garde pour nous, on ne peut pas atteindre notre objectif. Il faut maintenant faire de la sensibilisation pour amener les gens à s'en approprier et aller chez eux pour les tester et les utiliser afin qu'ils puissent transformer leurs institutions d'enseignement supérieur. Chez les participants, on apprécie bien la démarche du CAMES. Ils repartent suffisamment édifiés et prêts à s'inscrire dans cette dynamique qualité recherchée par le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Alors, les ateliers d'aujourd'hui nous ont permis de nous approprier les outils du secteur de l'évaluation, entre autres, et le
référentiel qualité de l'évaluation. Alors, il y a aussi, et nous préparons, je veux dire, l'Université de Cara, une évaluation interne de nos offres de formation. On va dire également que la propagation du référentiel qualité sur les offres de formation a également nous permet de nous préparer et pour attendre cette évaluation. Ils étaient 101 participants venus d'institutions publiques et privées d'enseignement supérieur du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Niger et du Sénégal. La vice-ministre italienne des Affaires étrangères est à Ouagadougou. Elle a visité hier des établissements sanitaires de la capitale et elle n'est pas venue les mains vides. Environ 200 millions de francs CFA. C'est le don fait par le Fonds bilatéral d'urgence italien auprès de l'OMS à l'hôpital Saint-Camille de Ouagadougou. Il devrait permettre de lutter efficacement contre le paludisme et la méningite. Alexis Belemnaba, Roméo Koïta. 300 000 euros, soit 195 millions de francs CFA. C'est le montant qu'offre le Fonds bilatéral d'urgence italien auprès de l'OMS au gouvernement burkinabé au profit de l'hôpital Saint-Camille de Ouagadougou. Un don qui vise à aider le pays à lutter efficacement contre le paludisme et la méningite. C'est la vice-ministre italienne des Affaires étrangères qui a fait le geste au cours de sa visite au Burkina Faso. Certainement, je suis encore vraiment émotionnée parce que les choses que j'ai vues sont la démonstration que la collaboration entre le gouvernement italien et les autorités de Burkina Faso sont vraiment importantes, vraiment efficaces et surtout parce qu'on travaille ensemble avec la société civile, les organisations locales, les ONG, comme par exemple l'hôpital Saint-Camille. J'espère, parce que je suis en charge de ça, de trouver encore des fonds parce que nous croyons que ce projet, le projet de Sant'Egidio et des autres, sont vraiment efficaces et certainement ils méritent d'avoir un soutien. Dans un pays comme le Burkina Faso où le paludisme reste encore la première cause de mortalité, les autorités en charge de la santé se réjouissent d'un tel accompagnement. Avec joie que nous recevons votre don, le don du peuple italien ce matin, c'est celle de reconnaître sa valeur et nous reconnaissons ce matin l'immense valeur du don que vous nous donnez, un don salvateur. Nous avons également l'obligation de dire merci. Nous l'avons accepté, nous avons reconnu sa valeur et nous disons merci de répercuter ce remerciement à tout le peuple italien à travers cet accompagnement que je m'en vais exposer plus ou moins après l'exposé exhaustif de monsieur le directeur général de l'OSCO. L'émissaire italienne et sa délégation ont pu visiter quelques services sanitaires de l'hôpital Saint-Camille, notamment le pôle chirurgical et le département de néonatologie. La suite du périple les a conduits à l'Institut polytechnique privé Shalom, où elle a rencontré les étudiants. Au menu des échanges, l'insertion socio-professionnelle et les questions d'immigration. C'est une question d'équipe, de travail d'équipe pour adresser les problèmes et pour trouver des solutions. Je pense aussi que dans ce moment, il y a des défis aussi compliqués sur le plan global pour ce qui concerne la politique et les tendances aussi pas trop rassurantes sur la perception de l'Afrique, mais en même temps, il y a aussi des tendances vraiment intéressantes, vraiment positives, qui proposent de changer la narrative sur l'Afrique, prendre conscience qu'il y a un énorme capital humain, qu'il y a énormes ressources de jeunes, surtout, qui peuvent faire la différence sur le plan global. Il y a environ 2 mois que l'Italie a ouvert son ambassade au Burkina Faso. Cette visite de la délégation italienne vise donc à renforcer la coopération entre les deux pays. La relance de la filière coton en débat à Manga dans le centre-sud. Face à face, ministre du Commerce et producteurs, c'est sans tabou, sans langue de bois. Les cotonculteurs ont été directs. Le gouvernement a pris bonne note. Roméo Kuita.
Le moment était très attendu par les cotonculteurs de la région du Centre-Sud. Pour ce tête-à-tête avec le ministre du Commerce, président du comité de haut niveau chargé de réfléchir sur la relance de la filière coton, ils n'ont pas tari de questions. La filière fait face à d'énormes difficultés. Et dans cette situation, les producteurs se considèrent comme étant les plus malheureux. Ils dénoncent la cherté et la mauvaise qualité des intrants. Et lorsqu'ils parviennent tout de même à produire dans ces conditions, ils reçoivent tardivement leur argent après les ventes. Quand on venait de vendre le coton, l'argent aussi, ça vient en retard. Ça peut atteindre 3 ou 4 mois. Vous avez vendu le coton, mais jusqu'à présent, on n'a rien reçu. Ça aussi, c'est pas facile. C'est la société cotonnière Socoma qui a en charge la gestion de la zone cotonnière de Manga. Présent à ces échanges, les premiers responsables annoncent des mesures pour mettre fin au retard de paiement. En ce qui concerne déjà les éléments de retard de paiement, ces éléments sont pris en considération et je l'ai indiqué en séance. Le conseil d'administration, en la date du 2 mai, a décidé de la construction d'une usine nouvelle pour Tenkodogo qui va régler très sensiblement cette problématique de peser en retard par rapport aux autres sociétés cotonnières. Il y a aussi la question du prix du kilogramme du coton, jugé encore trop faible par les producteurs. Mais le gouvernement se veut rassurant. Selon Aruna Kaboré, ces questions ont été prises en compte lors de l'atelier de relance durable de la production cotonnière au Burkina Faso, tenu du 11 au 13 mars dernier à Ouagadougou. Cet atelier donc a fait son nombre de recommandations et nous avons mis en place un groupe d'experts pour étudier ce nombre de questions. Nous avons fait le point donc de l'ensemble de ces décisions-là et nous avons pris un certain nombre de mesures. Il y a des mesures qui vont dans le sens donc d'améliorer le coût d'achat, de participer donc à la réduction du coût des intrants, du coût de cession donc des intrants, de veiller donc à la qualité des semences et aussi donc de différents choix donc des produits qui vont servir donc en termes donc de pesticides. Et une fois ces décisions prises, il était normal et indiqué que nous puissions aussi aller sur le terrain pour porter le message auprès donc des cotonculteurs et auteurs de producteurs. L'objectif du gouvernement est clair. Motiver davantage les cotonculteurs gagnés par le découragement afin que le pays retrouve sa place de leader africain en termes de production cotonnière. Après Manga, Aruna Kaboré et sa délégation se rendront dans d'autres zones cotonnières du pays pour le même exercice. Il y a ceux qui produisent le coton et il y a celles qui le tissent à Ouisga, village du plateau central. Le tissage n'a plus de secret pour les femmes. Elles viennent de bénéficier d'une formation grâce à la fondation Baobab et à Ursen du Danemark. Alexis Belemnaba, Alfred Thuy. Passé la période des récoltes, c'est l'oisivité pour les femmes d'Ouisga dans la commune de Niou, région du plateau central. Désormais, elles sauront s'adonner au tissage et à la teinture grâce à la fondation Baobab et Ursen de Danemark. L'expérience a débuté avec 6 femmes et aujourd'hui elles sont au nombre de 16 à prendre part au projet. À la fin de la formation, les participantes ont eu droit à des attestations. Wadeba Leokadi, c'est elle qui a pesé de tout son poids pour le projet pour nous. Nous sommes très heureuses. Après les récoltes, c'était l'oisivité. Nous n'avions plus rien à faire. On vidait nos greniers pour payer la scolarité de nos enfants. Mais vraiment, depuis l'année dernière, nous avons toujours nos greniers pleins de vivres. Nous sommes très heureuses et la remercions. Nous tissons, mais la demande est supérieure à notre production. Le projet est entièrement financé par la fondation Baobab et Ursen du Danemark. Il va permettre à ces femmes de s'épanouir davantage grâce à des revenus supplémentaires. Et cette activité a été possible et grâce au plaidoyer de Leokadi Wadeba, une fille native de ce village, et en collaboration avec la fondation Baobab et la fondation Ursen depuis le Danemark. Et en matière de difficultés, on n'a pas eu de difficultés puisque le partenaire il a pris la formation en charge à 100%.
Donc on n'a pas eu de difficultés à signaler. Elles ont acquis des compétences qui vont les aider et qui vont les aider même à former d'autres personnes. Puisqu'elles ont commencé, en un rien de temps, elles ont su, elles ont vendu même les pains. Voilà, donc les connaissances sont acquises et je peux dire que le résultat même, on peut la noter à 99%. Une formation bien appréciée par tout le village de Ouizzga en général et par les bénéficiaires particulièrement. C'est une épine de moins au pied de ces femmes. À Bobo Dioulasso, la deuxième édition de Africa Digital Space, sensibilisation, prévention et formation des jeunes sur les risques et les dangers liés à l'utilisation numérique et digitale sont au menu. Surtout Justin Dabiré. Sensibiliser, prévenir et former les jeunes sur les risques et les dangers liés à l'utilisation numérique et digitale, c'est l'objectif visé par les organisateurs de Africa Digital Space à cette deuxième édition. Une deuxième édition qui fait cette année la part belle à la ville de Sia. Il y a 3 objectifs principaux. D'abord, sensibiliser sur l'existence réelle des risques et dangers de l'utilisation du numérique et du digital. Deuxième chose, après avoir sensibilisé, c'est de prévenir. Prévenir comment être protégé pour ne pas tomber dans le piège de ceux qui veulent vous faire du mal à travers des applications, des techniques, des stratégies. Troisième objectif, c'est de former. C'est de l'initiation. Voilà, aux jeunes, au codage informatique. L'innovation digitale et la confiance numérique, c'est sous ce thème que se tient cette deuxième édition de Africa Digital Space. Des conférences, débats, des panels vont permettre durant 2 jours aux participants d'échanger autour du thème. On peut innover, mais est-ce qu'il faut faire confiance au numérique? Alors c'est à travers des conférences, effectivement, qui seront données par des docteurs, des panels, des débats. On va débattre avec les jeunes, avec les spécialistes. Vous savez, si on arrive vraiment avec une volonté politique à lancer l'initiation au codage informatique qui se fait en 3 phases, je crois que dans 5 ans, 10 ans, au Burkina Faso, en Afrique, on aura des experts qui peuvent s'égaler au même niveau que ceux des internationaux. Ce n'est pas quelque chose de magique, il faut seulement s'appliquer. S'appliquer, c'est ce que tentent de faire ces jeunes élèves de 9 à 13 ans issus de familles défavorisées. Ils vont être durant 6 jours sensibilisés, formés et être prévenus sur les risques et les dangers liés à l'utilisation numérique et digitale, sur la protection et le codage informatique. Nous apprécions à sa juste valeur cette initiative de ces organisateurs, étant entendu que le ministère agit sur 4 axes: le cadre juridique institutionnel, la construction de l'infrastructure, les conceptions, réalisation des applications et 4e axe, promotion, formation, sensibilisation. Et ces 2 derniers axes, même si le public intervient, c'est tout le monde et particulièrement le privé. Et c'est à ce titre vraiment que nous les félicitons pour cette initiative qu'ils ont prise pour sensibiliser le grand public et particulièrement la jeunesse. Ce projet de Africa Digital Space vise à encourager les élèves et étudiants qui pourront faire valoir leur expertise dans le domaine numérique et digital à travers un concours dénommé Grand Prix Étalon de l'innovation digitale et numérique. Ce prix va récompenser les meilleurs innovateurs à travers des trophées sous forme de formation, de sensibilisation et d'équipement en matière de logiciels et des applications de protection numérique. C'est la fin de cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Kibaye Wakato, le journal en langue nationale Maurice. C'est tout à l'heure à 20h15 avec Rianata Wina. Excellente soirée sur notre chaîne.